Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du pétrole à la solidarité. Un itinéraire africain. Copyright L'Harmattan 2009. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. Fabrication numérique, Socprest 2012. Ouvrage numérisé avec le soutien du Centre national du livre. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattanl@wanadoo.fr. ISBN 978 296 09 957 9. EAN 9 782 296 099 579. Bernard Moulin. Du pétrole à la solidarité. Un itinéraire africain. Préface de François Soulages. L'Harmattan. Du même auteur. Le temps d'écrire, chronique de Murga Ongzintri, édition Quadratin, Tulle 2005. Au torrent il boit en chemin, édition de la rue Mémoire, Tulle 2006. Un billet d'Ispahan. Nouvelle publiée par les éditions Liroli dans le cadre du prix Liroli 2008 de la micro-nouvelle. Le soleil rougit, ombre pour que la nuit triomphe. Les fromagers se déverdissent avec l'harmattan. Se reverdissent avec l'hivernage. Arrête de soupirer, de désespérer, prince. Rien ne se présente aussi nombreux et multicolore que la vie. Monnaie, outrage et défi. Amadou Kourouma. Aux enfants des Rudes. Abidjan. Bamako. Cotonou. Dakar. Yaoundé. Zanzibar. Préface. L'aventure humaine réserve toujours des surprises. Elle mêle joie et peine, étonnement et déception. Mais pour celui qui la vit intensément, elle est toujours l'occasion de grandir dans la découverte de l'autre. Pour Pie Chrétien, cette aventure humaine devient vite une aventure spirituelle qui fait découvrir le sens profond du don de soi et de l'amour de son prochain. Ce livre et l'itinéraire qu'il retrace n'est pas seulement l'histoire d'un homme. Il est aussi celui d'une aventure exemplaire qui nous fait découvrir comment il est possible de mettre ses compétences au service de ses frères, et qui fait comprendre combien est différente l'approche de l'Afrique selon que le même homme la regarde avec les yeux d'un technicien de la recherche pétrolière, ou avec ceux d'un témoin à l'écoute de son frère, à la recherche de moyens de développement authentiques. On y retrouve les difficultés de la vie professionnelle loin de ses bases humaines naturelles, la difficile cohabitation entre les expatriés et les populations locales, la frustration d'une société de plus en plus technicienne dans laquelle de nombreuses personnes ne peuvent se retrouver. Mais on y découvre aussi la joie du don de soi, au service des autres, après une vie professionnelle chargée, le plaisir de partager ses connaissances. Les éleveurs de Bologna nous rappellent la difficulté à faire changer les habitudes, mais aussi les risques d'une action trop techniciste. La vallée de Senghor nous montre, avec une actualité criante, l'enjeu de la bataille de l'eau. L'île de Santo Antão, perdue au bout du Cap-Vert qui vit de l'aide internationale sans être sûre du lendemain, est une image dramatique de l'abandonnat dans lequel une partie du monde vit encore aujourd'hui. Le pétrole pourrait être un puissant levier de développement. Il n'est qu'enjeu de pouvoir, et occasion de guerre et de rébellion pour en accaparer les revenus au bénéfice d'intérêts particuliers. Malédiction des matières premières pour ce continent si potentiellement riche. Pourtant, Bernard Moulin nous montre des figures attachantes d'Africains qui veulent faire bouger les lignes. On découvre dans ce livre tant de personnages, qui sont autant de porteurs d'espoir. On lit l'action au quotidien, discrète, mais indispensable de l'aide apportée par les Caritas. On découvre le poids des traditions, l'opposition entre les plus anciens qui ont peur du progrès et les plus jeunes qui veulent aller trop vite. Et l'auteur, au milieu de cela, veut réconcilier la tradition et le progrès, le mari et la femme, les enfants et leur père. Il nous alerte sur les risques du départ des hommes à la recherche d'un revenu pour faire vivre leur famille. Et nous montre ainsi la nécessité de l'aide pour rester au pays et y vivre décemment. Messager de l'espoir, pourrait être le titre d'un récit plein d'optimisme sur l'avenir de l'homme et du monde. Gilles on sait voir,
écouter et entendre la voix de ceux qui sont loin de tout. Toute personne est une personne qui mérite un regard, une halte, une parole. François Soulages. Président national du Secours catholique, Caria France. Avant-propos. Le soir approchait, la lumière du jour baissait, une brise légère soufflait, sensation agréable après la chaleur étouffante du trajet de tantôt. Nous faisions une halte chez Étienne, notre partenaire, ingénieur agronome, qui possède une petite exploitation agricole en bord de route. À l'ombre, sous la paillote juchée sur un petit promontoire, nous avions longuement parlé, pour déplorer que la pauvreté en Afrique soit trop largement partagée, mais aussi évoquer les raisons d'espérer. Crise de pouvoir de son pays enfin réglée, insécurité alimentaire surmontée pour un temps dans les États voisins, conflits ici ou là apaisés. Nos échanges étaient entrecoupés de nombreux silences. Nous avions d'une certaine façon croisé nos expériences. Quand je lui parlais de l'irruption du pétrole en Afrique à laquelle j'avais participé, il haussait les épaules et secouait la tête comme celui qui préfère ne pas entendre les histoires qui tournent mal. Pourtant, c'est aussi une partie de ma vie. Le moment de se séparer venu, il m'a dit « La pauvreté est là mais la vie s'annonce meilleure pour tous. Tu as beaucoup vu, tu as beaucoup entendu, toi qui aimes écrire, tu leur raconteras. » J'ai promis. Ferme la Gonda, PK 27 route de Damara. Une lumière sur ma route. Voici plus de 40 ans que j'ai posé le pied pour la première fois sur le continent africain, pour aller conquérir le fabuleux or noir que l'Algérie mûrit au profond de ses sables. Happé par le désert, j'ai marché vers le sud, de puits en puits, de gisement en gisement, Assime Saoud, Gassitouy, Tinfouillé, El Adeb Larache, avant de buter sur les remparts du Tassili des Adjers. Plus tard, d'un bond aérien, je suis allé me poser sur les côtes du prolifique golfe de Guinée. Là, du Nigeria à peine sorti de la guerre du Biafra à l'Angola qui se battait pour son indépendance avant d'entrer dans un duel fratricide qui durera près de 30 ans, c'était en mer et de plus en plus au large que se faisaient les découvertes. Les ports d'attache s'appelaient Port Harcourt, Douala, Port-Gentil, Pointe-Noire, Soyo, Luanda. On se déplaçait en hélicoptère, on parlait beaucoup pétrole, il coulait à flot, un peu plus chaque année. On travaillait dur, il est vrai, avec talent sans doute, plus fier de la réussite technique des projets engagés que des succès financiers de la multinationale qui nous employait. D'un choc pétrolier l'autre, les affaires étaient bonnes, convaincus ou feignants de l'être que la production croissante d'hydrocarbures entraînerait une élévation du niveau de vie des populations locales. Oui, cela fait plus de 40 ans que j'ai posé le pied pour la première fois sur le continent africain. Aujourd'hui, alors que l'écran de fumée des torchères s'est dissipé, le regard jeté en arrière par le retraité que je suis devenu est teinté de désillusion. Cependant mes pas me conduisent encore en Afrique, en appui à une association caritative aux ramifications mondiales. Dans un engagement nouveau, porteur d'espoir d'une autre nature, je vais à la rencontre de communautés vulnérables, côtoyées mais peu fréquentées autrefois, dont les lendemains demeurent encore incertains. En chemin, j'observe avec tristesse les infrastructures inexistantes ou dégradées, les réformes économiques impuissantes, l'exode des ruraux vers les banlieues malsaines des grandes métropoles, les famines récurrentes dues aux aléas climatiques ou au déplacement de population, l'expansion du virus de l'immunodéficience humaine responsable du sida, les conflits interethniques, les guerres. Et je détourne le regard quand mes yeux tombent sur les pétitions de la campagne Publiez ce que vous paye, lancée en 2002 par quelques ONG à l'adresse des multinationales pétrolières afin qu'elles améliorent la transparence des taxes et redevances diverses qu'elles versent aux États producteurs. Car paradoxalement, c'est là où le pétrole est le plus abondant que la misère des pauvres est la plus éclatante. Ceci n'est pas nouveau, voilà longtemps que sont décrits les gaspillages phénoménaux qui règnent dans les pays producteurs, les détournements de fonds, la corruption. Mais hélas, la pauvreté est largement partagée entre la grande majorité des pays subsahariens, pétroliers ou non. L'hémorragie financière cumulée depuis les années d'indépendance est évaluée à près du double de la dette du continent. Est-ce bien tolérable ? Alors qu'aujourd'hui ma route s'écarte du golfe de Guinée pour pénétrer en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, il me suffit de regarder les enfants pour comprendre la situation. Dans les villages, encore trop de jambes maigres, de ventres gonflés, d'yeux larmoyants à demi fermés que les mouches assaillent.
Quand ils sont 10, 20 en grappe autour de moi, je n'ai pas de mal à évaluer le niveau de malnutrition, l'absence d'hygiène et de soins. Je vois bien d'ailleurs qu'il n'y a pas d'eau potable, pas de poste de santé et que les familles ne font qu'un maigre repas par jour. Je cherche l'école des yeux, en vain. En m'amenant là, nos partenaires locaux ne se trompent pas, leur mission tout comme la nôtre est d'être au service des plus démunis. Et si dans les grandes villes les enfants se portent souvent mieux que dans les campagnes, ils y sont trop souvent livrés à eux-mêmes, seuls ou en bande. Ils grandissent alors dans un monde de débrouille, de violences dispensées ou subies, de délinquance incontrôlée. Devenu plus proche des populations que je rencontre dans mes missions de solidarité, il m'arrive de m'entretenir avec certains d'entre eux, souvent de jeunes diplômés, sur le passé encore récent du colonialisme et sur le néocolonialisme qui lui a emboîté le pas dans certains domaines. Je note de leur part beaucoup de mots très durs à l'encontre des anciens colonisateurs. J'écoute, j'acquiesce ou je conteste, souvent je me tais. Il serait présomptueux de prétendre combattre les effets de ces comportements dominateurs récurrents, même dans la sphère limitée de mes interventions. J'ai en revanche beaucoup plus de mal à retrouver les traces laissées par le drame plus ancien que fut la traite des Noirs. Planté devant la fresque monumentale installée au cœur de Brazzaville, j'ai pu, comme d'autres passés par là, lire le bilan inscrit en grand, 55 millions déportés en esclavage. Certains ont calculé le double. Et comme d'autres avant moi, j'ai été profondément bouleversé, je me suis exclamé : comment des hommes ont-ils pu faire cela ? Hélas, chaque fois qu'une telle question est posée, le comment reste sans réponse. Il surgit à nouveau à propos d'événements plus récents, ici ou là à travers le monde, face à d'autres génocides tout aussi monstrueux. Quelques-uns des marchés d'esclaves les plus prospères, des ports d'embarquement les plus actifs, surgissent dans mes souvenirs, escapes professionnelles ou touristiques étalées dans le temps de ma vie en Afrique. Luanda en Angola, Loango au Congo, l'île de Sao Tomé, celle de Gorée au Sénégal, ou encore le port de Mindelo au Cap-Vert, site tristement renommé parmi tant d'autres sur la longue route maritime de la traite. L'histoire m'obsède. Ma mémoire a sa ceinture de cadavres, a dit un poète de la négritude. À la faveur de leur hégémonie sur les mers, portugais puis espagnols, hollandais puis français et finalement anglais, furent successivement les maîtres du commerce négrier. C'est ainsi que mes escales Luanda, Loango, Sao Tomé, Gorée, Mindelo ont appartenu à l'un puis à l'autre selon la supériorité du moment. Et quels qu'en soient les maîtres, tous ont vécu les mêmes scènes d'horreur. Partout j'ai voulu voir ce qu'il y avait à voir, autant dire pas grand-chose. En ces lieux, mieux vaut fermer les yeux et se laisser envahir par l'émotion. Qu'il y ait un musée de l'esclavage montrant quelques cachots exigus, des anneaux accrochés au mur, des dessins d'époque, 3 fois rien en somme, ou qu'il n'y en ait pas, le souvenir de lecture ou de film aide l'imagination à retrouver partout Chen, Rivet et Kang, à revivre par la pensée un marché d'esclaves avec ses cris, ses peurs, l'inspection impudique des corps suivie d'un marchandage odieux, lui-même conclu par le marquage au fer rouge aux initiales du propriétaire. Partout j'ai cru entendre les gémissements des femmes séparées des hommes, les cris des enfants privés de leurs parents. Partout j'ai ressenti le désespoir qui, au moment de l'embarquement, poussait certains à se jeter à l'eau pour se noyer, dans un geste de refus définitif de cet aller simple vers la souffrance et la perte de liberté. En 3 siècles et plus, le trafic des esclaves a anéanti des royaumes, éteint des civilisations, détruit massivement la seule véritable force productive des pays qu'il a touchés, l'homme. Alors, ouvrons les yeux, secouons-nous, n'entrons surtout pas dans les vaines polémiques et les affrontements entre afro-pessimistes et afro-optimistes. Que d'encre coule à ce sujet depuis plus de 40 ans. Même l'action humanitaire est remise en question. Forme douce de recolonisation ? S'interroge mon condisciple Jean, le journaliste écrivain 1. En dépit des pauvretés largement répandues et des intolérables situations d'injustice qui suscitent notre indignation et nous convient à alerter l'opinion, tous les pays que je traverse sont majoritairement peuplés d'hommes et de femmes debout, d'enfants rieurs, qui tous expriment bien mieux que le courage, la joie de vivre. Et si aimer la vie est une attitude commune, la prendre en main, avancer le regard levé, l'âme libérée comme je l'ai vu souvent, l'est beaucoup moins. Mes rencontres d'aujourd'hui ne me laissent pas une impression de déclin, mais de croissance, pas de crépuscule mais de lever du jour. La lumière naissante se pose sur des richesses naturelles peu exploitées dont le monde entier est envieux,
sur des richesses culturelles qui renouvellent la création artistique dans les coins les plus reculés de notre planète, sur des richesses humaines faites d'hommes et de femmes déterminés à se battre pour que leurs enfants connaissent des conditions de vie plus favorables que les leurs. La lumière naissante se pose surtout sur une multitude d'enfants, turbulents, joueurs, assoiffés de connaissances, qui vivent intensément comme tous les enfants de partout. La lumière naissante me montre le chemin de la vie. Elle éclaire ma route tandis que me rejoint l'espérance du psalmiste. En ces jours justice leur ira. Et grande paix jusqu'à la hine des lunes. Psaume 72:7. La mouche d'Assi Gershan. De l'Afrique en ce temps-là j'ignorais tout. J'avais parcouru l'Europe, avec des copains étudiants comme moi, à bord d'une de ces increvables 2CV Citroën, je m'étais frotté à l'Amérique du Nord en voyage d'études et à l'Asie mineure en stage. Après un service militaire inutilement long et terriblement casanier, j'éprouvais le besoin de grands espaces. Partir. Le continent africain s'est proposé à moi. Vol Toulouse-Assis Messaoud sans escale, puis Land Rover plein sud. Je ne pouvais rêver mieux pour un départ dans une vie professionnelle qui ne m'a pas déçu, mélange d'aventure industrielle et de réalisme financier, travaux scientifiques mis à l'épreuve des caprices de la nature, constante association de la réflexion et de l'action. Je peux dire comme Montaigne, mon esprit ne va pas seul, il faut que les jambes l'agitent. Et même plus tard, depuis mon confortable bureau d'une tour de la Défense, entre les missions et les comités techniques qui m'envoyaient aux quatre coins de la planète, je restais au contact de nos filiales, les africaines et les autres, connaissant leurs entreprises, partageant leurs espoirs, l'esprit tourné vers des chantiers lointains où chaque jour des hommes du pétrole accomplissaient de nouveaux exploits techniques. Cartes, planning, schémas de développement tapissaient les murs, entre de vastes baies vitrées offrant une merveilleuse vue de Paris. J'ai toujours aimé les cartes géographiques et les planisphères. Je peux passer des heures à lire à haute voix des noms de lieux, ou étudier les contours sinueux d'une frontière, détailler longuement une chaîne de montagnes, suivre des yeux le parcours d'un fleuve. Je ne travaille plus depuis quelques années, mais j'ai gardé cette habitude. Chez moi, aujourd'hui, tandis que j'écris, il y a dans mon dos, punaisé au mur, une grande carte physique et politique du monde. La différence avec mon bureau d'autrefois, c'est qu'elle voisine avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont je suis plus soucieux que de la carte elle-même, qui n'a d'ailleurs pas été renouvelée depuis plusieurs années puisqu'elle mentionne encore le Zaïre, rebaptisé en République démocratique du Congo en 1997. La Déclaration universelle des droits de l'homme, de 1948, n'a quant à elle pas changé d'un iota. Elle est volontiers brandie par les responsables politiques, comme garant de leur honorabilité, surtout par ceux que l'on voit moins démonstratifs quand il conviendrait d'exiger qu'elle soit appliquée dans leur propre pays. Les manquements les plus injustifiables sont commis au profit des affaires qui, de nos jours, ont leur emprise sur la marche du monde. Était-ce bien aller à la rencontre de l'Afrique et des Africains que de gagner le sud d'une Algérie tout juste sortie? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.